Aujourd'hui, dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, on reçoit Pascal Villesuzanne. Bonjour. Bonjour Aïda, et puis je tiens tout d'abord à vous remercier, vous et toute l'équipe, de m'avoir invité dans vos locaux. Vous, Pascal, vous se présentez comme un passeur de notes, initiation à la musique des origines, plus précisément initiation aux musiques, aux instruments, tout ce qui est lié à la préhistoire et peut-être même avant, lié à cette approche musicale des humains, des hommes. Alors j'ai un parcours très très riche au niveau de la préhistoire, ça fait plus de 35 ans que je travaille dans ce milieu. J'ai travaillé donc beaucoup sur les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère. Il y avait quand même en cité quelques-uns qui m'ont apporté beaucoup. Donc je pense au on site, est en Périgord, il faut les citer. Donc vallée de la Vézère, je suis effectivement aussi natif de cette vallée-là, vallée de l'Aume, vallée de la préhistoire, à Serjac, à Castelmerle. Et ensuite j'ai travaillé la régie départementale du tourisme pendant quelques années, donc actuellement maintenant à Sémitour. J'ai fait ensuite mon parcours au Musée national de préhistoire des Aisy de Taillac. Et puis, j'ai passé les 15 dernières années à être guide sur les sites Vallée-Vézère qui dépendent du Centre des Monuments Nationaux au ministère de la Culture. Et en l'occurrence, les grottes de Fond de Gaume et la grotte de Combarel ainsi que l'abri de Cap-Blanc. Et la musique dans tout ça? J'aime beaucoup la musique, toutes sortes de musique depuis tout petit. Ça peut passer du rock au reggae, au jazz, à la musique classique. Donc je peux très bien varier entre écouter du rock et écouter Vivaldi ou Mozart. Et je suis percussionniste africain. J'ai allié les deux thématiques préhistoire et musique pour créer cet atelier. C'est un atelier ludique et participatif. J'aurai l'occasion de développer un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et promouvoir la préhistoire à travers la musique. Parce que quand on parle de préhistoire, on voit toujours le quotidien des paléolithiques, la chasse, la collecte des matières premières, l'art préhistorique en général, et c'est vrai que la musique n'est pas souvent évoquée. Alors elle n'est pas évoquée, il y a aussi une raison, c'est que ce n'est pas vraiment une chose aisée justement de parler de musique à la préhistoire parce qu'on a très peu d'informations. Oui, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de source qui reste. Alors il n'y a pas de source, mais par contre on va se baser sur deux paramètres. Les premiers, c'est des preuves matérielles attestées sur des sites de référence. Et ces sites de référence, je peux évoquer donc la grotte préhistorique dans le Pays Basque, la grotte d'Isturitz. On retrouve beaucoup d'artefacts. Donc des objets qui ont été confectionnés par les paléolithiques il y a plus de 40 000 ans. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a déjà plus de 40 000 ans, l'homme de Cro-Magnon, que ce soit dans le Pays Basque, que ce soit en Dordogne, que ce soit en Allemagne, fabrique des instruments de musique. Et ça, c'est une chose importante, justement. Donc on se base vraiment sur des preuves matérielles attestées. Là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et il y a un autre paramètre. Par contre, là, c'est plus des hypothèses et c'est potentiellement ce qu'on va appeler des preuves indirectes et pourquoi pas des représentations de musiciens ou de danseurs dans l'art préhistorique, qu'il soit art pariétal ou art mobilier. Donc, également, cet atelier musical permet d'aborder d'autres sujets, des sujets donc de la vie quotidienne des ancêtres Cro-Magnon, que ce soit donc l'art préhistorique en général, que ce soit la collecte des matières premières comme j'ai évoqué tout à l'heure, que ce soit la chasse, et ainsi de suite. Donc on rentre vraiment dans une dimension sonore, mais agrémentée justement avec la vie de ces populations. C'est devenu votre métier, Pascal, parce que vous animez les ateliers pour différents publics concernant l'initiation, ces musiques ou recherche collective, comment on peut imaginer comment à la préhistoire cette musique pouvait être jouée ensemble dans les groupes, basé sur, comme vous avez dit, sur ces outils qui étaient trouvés dans différents sites que vous avez essayé de reconstituer ou retravailler et voir qu'est-ce que ça donne. Oui, alors la musique à cette période-là de la préhistoire, très très compliqué pour arriver à trouver justement leur fonctionnement, mais on peut envisager pourquoi pas le côté rituel, côté rituelique, ça peut être également lors de côté festif. Donc il y a ces possibilités, des rites funéraires. Et c'est vrai que concernant certains instruments, en tout cas j'aurai l'occasion, j'espère tout à l'heure, de vous en présenter 6 instruments en tout cas qui sont attestés à cette période du paléolithique supérieur, je tiens bien à préciser. Paléolithique supérieur, on reste sur une période entre moins 40 000 jusqu'à moins 12 000 ans. Et ça c'est important et c'est des instruments de musique en tout cas avérés qui ont été réalisés essentiellement avec de la matière osseuse, donc que ce soit des os d'oiseaux, que ce soit donc, voilà, des phalanges de rennes et ainsi de suite. Donc il y a une palette vraiment d'instruments de musique quand même qui sont avérés. Et pour revenir un petit peu à tout ça, mon atelier est basé sur 2 choses. C'est-à-dire c'est une présentation, démonstration de ces 6 instruments de musique. Et ensuite il y a une participation collective. Là où je veux en venir, c'est que voilà, une fois que j'ai fait cette présentation, je sollicite donc du coup le public, ça peut être enfant, ça peut être adulte, ça peut être tout public, de venir me rejoindre pour créer justement un orchestre. Et il y a une chose aussi également importante, c'est que ces instruments dits préhistoriques côtoient, sont associés à des instruments issus de l'ethnologie. Donc ça veut dire tout ce qui est tambour, peut être tambour traditionnel donc, d'Amérique du Nord, ça peut être des flûtes d'Amérique du Sud, ça peut être instruments à percussion africaine, style djembé, ça peut être des instruments à friction, que j'aurai l'occasion également de vous présenter tout à l'heure. Donc c'est toute une préparation en amont, mais surtout, voilà, c'est un moment de partage.
aussi. Voilà. Il y a ce moment d'émerveillement, prise de connaissance, prise d'information, et en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec un instrument qu'on découvre juste? C'est un instinct humain qui aide à créer ce moment que vous avez dit, un moment de partage et de création ensemble. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de publics qui sont un petit peu, je vais pas dire réticents, mais qui hésitent un peu à passer le cap parce qu'ils me disent toujours, mais je suis pas musicien. Mais je leur dis justement, c'est ça qui est important. On se retrouve face à des instruments dits primitifs, et puis c'est que de la matière naturelle. Donc il y a de la pierre, il y a du bois, il y a du coquillage et il y a de l'os. Donc je leur dis, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de solfège, on ne va pas partir sur des partitions, on joue au cœur. Bon, après, je pars toujours sur une rythmique toute simple, et ensuite, je fais, entre parenthèses, greffer le public sur différents petits ateliers musicaux pour créer vraiment un orchestre. Donc on se retrouve des fois à 25, en général, parce que j'interviens beaucoup aussi également dans les écoles. Et je fais une parenthèse aussi également, je suis éligible au Pass Culture, donc s'il y a des enseignants qui écoutent cette émission, donc je me déplace dans toute structure scolaire, que ce soit primaire ou secondaire. Et voilà quoi. Donc, et vous voilà. s'adaptez. J'ai eu l'occasion de participer à une présentation pour un groupe informel, et vous avez ce talent. Montrer un instrument, et de cet instrument une histoire, et le jouer vous, ou donner le jouet à la personne qui est en face. Cet partage est au cœur de vos animations. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a tout un discours aussi sur chaque instrument, donc je fais en sorte d'allier le côté humoristique avec le côté sérieux, le côté un petit peu conférence. Mais c'est vrai que les gens, tout le temps, on va dire 99,999 des personnes passent le cap justement parce qu'ils vont au-delà justement de leur crainte ou de leur peur de se dire je vais peut-être mal faire, je vais mal jouer. Et là, il n'y a pas de calcul. On joue juste avec le cœur, quoi. Et puis l'envie de pouvoir partager justement un moment ensemble, quoi. Pour moi, c'est primordial. Le nom de mon entreprise, c'est Passeur de notes. Et justement, je suis là pour faire passer des notes, ok, mais également des messages. Des messages comme quoi la musique, elle véhicule, elle est vecteur de plein de choses, de partage, d'amitié, et de jouer ensemble, tout simplement, quoi. Et tous les préjugés tombent parce que on a compris que vous pouvez parler aux enfants de 5 ans comme aux personnes âgées de 90 ans. Et ils sont tous émerveillés et tous osent jouer à la flûte, au lithophone, au cymbale que vous présentez. Ouais, il y a aussi également un paramètre qu'il faut voir, c'est également la curiosité. Parce qu'il y a certaines sonorités des instruments, vous avez parlé de lithophone, effectivement. Les gens sont toujours étonnés justement que peuvent avoir les sonorités. Ça peut être avec l'os, avec le coquillage, et avec la pierre. Et ça, c'est hyper important de montrer qu'une matière première brute peut avoir des sonorités qui viennent vraiment de notre espace-temps. Et puis bon, pour moi, cette musique à la préhistoire, en tout cas mon atelier, permet également de donner de la résonance à notre lointain passé aussi. Il n'y a pas de partition, comme je disais tout à l'heure, c'est juste jouer et les résultats sont quand même assez surprenants. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis très sollicité à l'échelle nationale, en restant modeste bien sûr. Vous voyagez assez loin, jusqu'à Strasbourg, pour différentes ouais, là je suis projets. intervenu pour un projet très très intéressant, pour une école privée, au nord de Strasbourg, à Brumat. C'était pour une comédie musicale. Narnia, le royaume de Narnia, me revu à la sauce entre parenthèses de cette école-là. Et je suis intervenu avec l'orchestre philharmonique des jeunes de Strasbourg. Donc allier le côté philharmonique avec le côté paléolithique, c'était quand même assez... Ça a été vraiment une expérience très très enrichissante, quoi. Une aventure humaine aussi, quoi. Là, je vais partir sur Marseille pour un projet en 2027, que ce soit pour la Sainte-Victoire, au nord d'Aix, et également pour un projet avec le facsimilé de la Grotte Cosquer. Après, je pars sur... Donc à la fin du mois, je pars sur la région de Bordeaux, donc une école de musique qui m'a sollicité. Et après, direction la grotte de Père-non-Père en Gironde. Et après, hop, je continue sur la côte atlantique avec le palais aussi de Saint-Césaire pour un projet également. Je bouge beaucoup, mais bon, quand même, mes attaches professionnelles sont surtout axées ici, beaucoup dans les écoles. Et puis je travaille beaucoup aussi également avec 2 structures très importantes dans la vallée de la Vézère et la vallée de la Beune. Vallée de la Vézère, c'est donc la Roque Saint-Christophe. Et puis le château de Comarque aussi, où je commence toujours ma 3e saison à chaque vacances de Pâques. Donc déjà 2 grosses structures qui me fidélisent au fil des années. Et après, je travaille pour des associations, puis beaucoup pour des écoles également. Quand vous avez pris cette décision, lancer votre structure personnelle, parce qu'on a bien compris, vous êtes passionné, vous cherchez, vous essayez de trouver quelque chose de nouveau et s'informer sur ce thème-là. Mais une fois, quand vous avez pris cette décision, prendre en main votre structure et transmettre, est-ce qu'aussitôt c'était évident ou non? Disons que ça fait plus de 10 ans quand même que je prépare ce projet. Même plus de 10 ans, c'était en 2011. Donc avec un ami, on avait commencé déjà à réfléchir sur des ateliers de conception justement d'instruments. Et puis c'est parti. Ensuite en 2013, j'avais créé une troupe, la troupe Saïga. Donc c'était des scènes de la vie quotidienne des paléolithiques mis
mise en musique. Et ensuite, ça a duré 2 ans, et puis après, je suis parti en solo. Donc, tout en travaillant au sein du ministère de la Culture, donc j'avais demandé un cumul d'activités pour pouvoir justement commencer un petit peu à réfléchir sur les différentes possibilités que j'avais au niveau professionnel dans ce milieu-là. Je suis intervenu également avec le pôle d'interprétation de la préhistoire aux ESI. Je suis intervenu donc ce qu'ils appellent le public empêché, que ce soit la maison d'arrêt de Périgueux et ainsi de suite. Donc, le public, ça touche tous les publics. Et puis, il y a 3 ans de ça, alors j'ai passé quand même un cap assez important, quoi. Donc, je vois que vous souriez. Ah oui, c'est très bien. Donc, j'avais demandé un temps partiel de droit pour création d'entreprise au Centre des Monuments Nationaux, à 50%. Et puis, j'étais moitié guide dans les grottes et moitié archéomusicologue. Et donc, quand j'ai vu que ça prenait beaucoup, donc du coup, j'ai quitté le milieu des grottes pour me consacrer à 100% dans cette activité musicale. Et ce qui est, on va dire, peut-être un juste retour, mais en tout cas, depuis maintenant 2 ans, j'interviens aussi pour le compte du Centre des Monuments Nationaux, mais en tant qu'indépendant. Parce que je fais des comptes musicaux et qui ont vraiment très très bien pris, et je suis intervenu donc à l'abri de Cap Blanc à Marcaille, que je vous conseille d'ailleurs, magnifique site, et également au Musée national de préhistoire des ESI, que je reviens un petit peu dans le milieu professionnel dans lequel j'ai évolué pendant quelques années. Et maintenant, donc, je suis vraiment à 100% dans cette activité. Il y a aussi une date à Bergerac, n'oubliez pas, Pascal. Ah oui, c'est vrai, oui, voilà, parce que ça fait c'est vrai que je bouge un petit peu je suis un peu sur tous les ponts, que ce soit donc pour les comptes, pour les ateliers, et puis ça fait plus d'1 an maintenant que l'ADETA, alors l'ADETA c'est l'association du théâtre amateur du Sarladé, on crée une pièce qui s'appelle les Whatsappiennes, qui est inspirée donc de Silex and the City, et quand elles m'ont vu lors d'animation, ils m'ont dit tiens, ça serait intéressant que tu viennes, que tu fasses l'introduction et justement la conclusion un petit peu de cette pièce de théâtre. Et donc ça fait maintenant presque 1 an que je joue avec elle. C'est les Strapahontins exactement, la troupe de théâtre des Strapahontins à Saint-Cyprien, vallée de la Dordogne. Pour les personnes qui nous écoutent, je donnerai donc à la fin de cette interview mes coordonnées. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de mes animations ou toute autre chose. Oui, parce qu'elles sont très diversifiées. Ça peut être conception des instruments, ça peut être, comme vous avez dit, orchestre imaginé avec les participants, ça peut être conte ou réflexion sur les origines de la musique en préhistoire. Comment vous s'adaptez, comment vous proposez ces thèmes? Au début, vous voyez qui vous sollicite et après vous préparez? C'est exact. Alors, suivant effectivement les structures ou les personnes ou les individuels ou les particuliers qui vont me solliciter, ça va automatiquement, le contenu va changer. Si c'est des enfants, bien sûr, je vais rester sur le côté, je ne vais pas dire simple, mais en tout cas, voilà. Là, récemment, j'ai fait une animation à Saint-Léon-sur-Vézère, un café associatif qui s'appelle le Café Léon. Et j'avais mis en place, justement, j'avais invité des musiciens avec moi pour rentrer un petit peu plus dans le côté conférencier, parce que je savais que le public allait être présent à ce niveau-là, même s'il y avait des enfants, mais les enfants ont très bien adhéré aussi. Il y avait Éric Gontier, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui est spécialiste dans les lithophones. Pierre Etchegoyen, qui est facteur de flûte, qui m'a fabriqué d'ailleurs les dernières flûtes, les répliques de certaines flûtes paléolithiques. Paul Delteil, qui joue aussi également dans un groupe. Béatrice aussi, parce que nous avions passé une semaine auparavant, avant cette date, quelques jours dans un studio d'enregistrement pour faire des enregistrements, en tout cas studio. On attend avec impatience du coup le résultat. Et donc on a vraiment créé une synergie de groupe, et c'est pour cette raison qu'il m'avait accompagné lors de cette soirée-là. Donc après, je peux très bien également animer des anniversaires. Ça m'arrive de me retrouver dans un anniversaire pour occuper, entre parenthèses, les familles ou les enfants lors de l'apéro par exemple, quoi. Donc voilà, ça varie beaucoup. Ça peut être le milieu associatif, comme je vous disais, comme tout style de public. Mais je m'adapte à toutes circonstances, à tout public. Parce que la musique, c'est ce que je disais, elle est là justement pour nous apprendre justement à nous rencontrer, et que ce soit n'importe quelle personne. Et on voit que vous êtes rayonnant, épanoui, et ça vous plaît, cette activité. Après, il y a une citation de Platon qui dit « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ». Donc, moi, j'ai cette citation souvent, et que j'évoque également au public que j'ai en face de moi, La musique, elle est là, effectivement, pour nous rassembler. Vous avez promis faire démonstration de quelques instruments. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça demande une toute petite préparation. Nos auditeurs ne verront pas cette pause. Quand ils vont entendre, ils vont peut-être avoir envie, effectivement, avoir la curiosité de venir voir les instruments. Comme je disais, donc voilà, je suis sur les lieux touristiques, puis je suis surtout disponible pour les gens. Ok, au début, il y a la présentation, mais après l'atelier, je suis toujours disponible pour parler. Parce que c'est vrai que quand je fais des démonstrations grand public, je ne vais pas dire que je reste sur du basique. Je ne peux pas vraiment développer sur les références, les caractéristiques de certains instruments de musique. Donc c'est après les personnes qui sont intéressées, là, il n'y a aucun problème. Là, effectivement, j'ai porté ma petite
valise instrumentale de de ces fameux 6 instruments de musique que je vais vous faire écouter. En attendant, nos auditeurs peuvent aller sur différents réseaux sociaux, chercher Passeur de notes Sur et Instagram. Instagram surtout. Ouais, essentiellement. Ouais. Et ils peuvent trouver toutes les références, Ouais. même parfois les petits extraits de certaines présentations, ateliers. Il y a effectivement beaucoup beaucoup de petites vidéos qui sont représentatives justement de mes animations. Et puis voilà, les personnes intéressées peuvent me joindre en, comment on dit, là, sur Rester dans la préhistoire. MP, c'est ça? MP. Cano, on regarde la présentation. Les instruments sont installés. Et là, Pascal, qu'est-ce que vous avez? Il faudra juste s'approcher du micro. Là, j'ai un instrument de musique qui s'appelle un rhombe, R-H-O-M-B-E. Alors, ça rentre dans la catégorie des aérophones, au même titre que les flûtes, donc instruments à vent. Alors, c'est un instrument qui est utilisé un petit peu partout sur toute la planète, dans différents continents. Ça peut être en Australie, ça peut être au Groenland, Amérique du Nord, Amérique du Sud. On en trouve également en Corée du Sud. Et il y a même les bergers qui l'utilisent pour effrayer les prédateurs style loup. Alors, c'est ce qu'on appelle un rhombe, qui veut dire de forme oblongue, plus long que large. Et il est attaché, donc il y a un trou d'extrémité, il y a une ficelle, et ce que je vais faire, je vais le faire tourner. Donc ça émet un vrombissement, et cet instrument est utilisé lors des cérémonies également dans les continents que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit chez les aborigènes ou ainsi de suite. Et si je le montre, si je l'utilise, c'est qu'il y a une raison avec la préhistoire, puisque nous avons en tout cas 2 exemplaires d'objets similaires à celui-ci. Alors est-ce que Cro-Magnon l'a vraiment fait tourner, comme je vous ai montré tout à l'heure? On ne sait pas trop. Par contre, les études ont montré qu'il y avait de grandes probabilités, le fait qu'il y ait la même forme, un trou à l'extrémité. Et c'est surtout sur 2 sites en Dordogne. Le fameux rhombe de Roche-la-Lende, à côté donc de la Lende, sur un niveau préhistorique datant d'il y a à peu près 17 000 ans, et à peu près la même datation sur le site de Bas-de-Goule, également du côté de Terrasson. Alors c'est des rhombes, en tout cas qui ont été réalisés, qui sont surtout conservés, le fait qu'ils aient été fabriqués avec du bois de renne, donc une matière moins périssable que le bois. Donc voilà, on a ces 2 exemples-là. En tout cas, dans l'état actuel des découvertes, peut-être on en découvrira d'autres. La Dordogne, en tout cas cette vallée-là, et on a donc vraiment ces 2 exemplaires. Après, le deuxième instrument que je vais montrer, c'est ce qu'on appelle une conque, c'est un coquillage marin. Donc le conque, on va retrouver que ce soit aussi bien dans les Caraïbes, à Cuba, un petit peu partout. Et alors, comme vous pouvez voir, Aïda, alors ce que je vais faire, je vais peut-être pas trop... il faut savoir, c'est donc j'ai coupé l'extrémité pour pouvoir souffler dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, ça s'entend à 10 km pour information. Donc ça peut être utilisé donc, lors de fêtes, de cérémonies. Et nous avons, comme j'ai évoqué tout à l'heure avec le rhombe, un exemple de conque, coquillage marin, donc dans une grotte au sud de Toulouse, à 80 km exactement au sud de cette ville, dans la grotte de Marsoulas. Et c'est un coquillage qui a été découvert donc, au siècle dernier, sauf qu'à cette période-là, les préhistoriens étaient plus intéressés, justement focalisés sur le côté art pariétal de cette grotte. Et ils ont pris ce coquillage, ils l'ont mis dans les caisses dans la réserve du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Et il y a quelques années de ça, ils ont constaté que cette conque avait fait l'objet justement d'un aménagement au niveau de l'embouchure. Mais encore beaucoup plus, il y a des traces, ce qu'on va appeler des traces anthropiques, donc réalisées par la main de l'homme, donc de l'ocre, donc de l'hématite, du rouge, et également des fines gravures. Mais tenez-vous bien, cette conque de Marsoulas, elle était sur un niveau préhistorique datant d'il y a à peu près 17-18 000 ans. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'une conque littorale, la retrouver en Haute-Garonne, ça montre que Cro-Magnon, il y a plus de 17 000 ans, va la collecter, ou elle a fait peut-être l'objet d'un partage, échange de matières premières ou de troc avec d'autres tribus dans ce territoire. Après, on retrouve beaucoup effectivement de matières premières d'un territoire dans un autre territoire. Ça montre qu'il y a beaucoup d'échanges de différentes matières. Ça peut être des coquillages méditerranéens ou atlantiques, que nous allons retrouver ici en Dordogne, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc pour parler de cette conque. Donc là, maintenant, on va passer aux flûtes. Alors, les flûtes, c'est l'instrument de musique que nous retrouvons le plus souvent sur les sites préhistoriques. Alors, il faut savoir que Cro-Magnon utilisait surtout des os longs et creux. Alors, des os d'oiseaux, exactement. Et les flûtes les plus célèbres, bon, on en a énormément. J'ai parlé tout à l'heure d'Isturiz dans le Pays Basque. C'est plus d'une vingtaine de flûtes sur le même site, ce qui est quand même énorme, ce qui montre quand même qu'il y a eu une culture, justement, de la fabrication de flûtes sur plusieurs générations. Alors, Cro-Magnon utilisait essentiellement des os d'oiseaux, c'est ce que j'ai évoqué, mais on retrouve du vautour, on retrouve du faucon pèlerin et du cygne. Et là, j'ai un ami, j'ai évoqué tout à l'heure, Pierre Etchegoyen, facteur de flûte baroque, qui m'a fait la réplique de la fameuse flûte de Holzfels en Allemagne, au sud de Stuttgart.
C'est un cubitus de vautour que vous avez en face de vous, n'est-ce pas, Aïda, vous voyez. Alors, la particularité de cette flûte, elle est pour l'instant une des plus anciennes, aux alentours de 40 000 ans. Mais il faut savoir que le fait qu'elle soit très très vieille, les embouchures sont tout le temps manquantes. Donc on ne sait pas si c'est des flûtes aménagées ou pas. Alors mon ami Pierre, lui, il a réalisé cette flûte en mettant un simple biseau qu'on va retrouver, donc du coup style Kena, flûte Kena en Amérique du Sud, qui est très très compliqué à jouer par contre. Je vais quand même essayer de vous sortir un ou deux sons. Bon, on peut se poser la question justement de l'utilité de ces flûtes aussi. Certains ont évoqué pourquoi pas des appos. Voilà, et il y a quelques années de ça, en Palestine, il y a une quinzaine de petites flûtes qui ont été découvertes avec des os de faucon pèlerin. Avec un trou et deux trous, on a pratiquement la certitude d'ailleurs que ces flûtes-là servaient comme appos pour appeler, donc du coup pour la chasse. Donc j'ai plusieurs autres flûtes. Alors donc là, je vous ai montré du coup le cubitus de vautour. Ça, c'est un métatarse de cerf, ça veut dire que c'est un os de patte de cerf. Alors par contre, cette flûte a été aménagée. Comme vous pouvez le constater, ça marche très très bien, même avec de l'os, quoi. Ça vaut largement nos flûtes contemporaines. Là, j'avais porté une autre flûte, ça c'est pas du cygne ni du faucon pèlerin, on reste dans le Périgord, c'est de l'oie. Et là, on retrouve ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, justement ce petit côté à peau, pour la chasse. Donc c'est un ami, Eric, qui fabrique ces flûtes aussi. Là, on reste dans les instruments à vent. On a aussi sur beaucoup de sites préhistoriques, je pense, à l'abri de Cap Blanc, j'y reviens encore, j'y ai passé 15 ans. Et d'ailleurs, dans ce site a été rapatrié, il y a à peu près 3 ans de ça, une partie de la collection du docteur Lalanne qui était au musée d'Aquitaine de Bordeaux, dont une phalange sifflante. C'est un drôle de nom, et comme vous allez l'entendre, donc c'est tout simplement une phalange de rennes. Il y a un trou au milieu, et je vais m'en servir comme sifflet. Je peux faire des rythmiques. Oh, c'est une rythmique que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Ensuite, on reste dans la matière osseuse. Là, on quitte les instruments avant pour aller voir un instrument à friction, voire à percussion. Alors, sur des sites, je pense à l'abri Cellier, à Tursac, en Dordogne, il y a également le plus célèbre, c'est le Mas d'Asile à Ariège. C'est des racleurs. Les racleurs, donc, c'est des os longs la majeure partie du temps, avec une série d'encoches. Et je vais me servir, donc, du coup, là, en l'occurrence, là, j'ai un tibia de cerf, et avec une vertèbre de cerf qui est au bout d'une ficelle, et la vertèbre, je vais m'en servir comme style médiator, style washboard, par friction. Ou par percussion, j'alterne. Alors cet instrument que je vais vous présenter, qui étonne la plupart des gens, la curiosité, c'est tout simplement des lames de silex que j'ai positionnées donc du coup sur 2 longerons en bois. Des lames de silex de Bergerac, une très très bonne qualité. Et c'est un ami Nicolas Audebert, qui est tailleur de silex, qui intervient également aussi à la Roque Saint-Christophe. Donc je vais chez lui, puis je choisis les lames de silex. Ouais, là, il n'y a pas de trucage, c'est vraiment des lames de silex. Aïda, vous pouvez confirmer. Des lames de silex brutes qui proviennent de ce qu'on appelle un débitage laminaire, que je choisis donc à l'oreille. Et voilà ce que ça peut donner. Suivant la densité de la lame, on va avoir différentes tonalités. Alors cet instrument, ça s'appelle un lithophone, ne pas confondre avec le xylophone. Xylo, en grec, veut dire le bois. Là, c'est lithos, la pierre. Alors, pas vraiment d'exemple de lithophone au paléolithique. Il n'y a pas de certitude. En tout cas, moi, j'ai travaillé comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans beaucoup de grottes. Beaucoup d'études montrent qu'il y a donc des draperies, donc des stalactites, stalagmites, qui ont été percutées à des fins sonores il y a plus de 20 000 ans. Donc Cro-Magnon, quand il rentre dans les grottes, il va percuter,
que ce soit à Cougnac, que ce soit à Pechmer dans le Lot, la grotte du Portel, la grotte de New en Ariège, Isturiz dans le Pays Basque. Alors, qui plus est, imaginez-vous l'acoustique qu'il y a dans cette grotte, quoi. Et puis les lithophones assez célèbres qu'on trouve, c'est plutôt néolithique au Sahara, au Niger, qui ont été étudiés justement par mon ami Éric Gontier du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Voilà ce que ça peut donner. Donc du coup, on est passé vraiment sur de la matière osseuse à de la matière minérale en quelques secondes. Et toutes ces sonorités, en tout cas, voilà, sont présentes pour éveiller la curiosité du public. C'est ça qui est très, très, très important pour moi. J'ai resté silencieuse, j'ai écouté ces sons vraiment magiques et incroyables avec cette démonstration, cette mini-conférence en exclusivité pour les auditeurs de RLP. Merci Pascal. Et en se quittant, on voulait donner les informations pratiques, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, des informations pratiques pour, vous voulez dire... Pour venir vous voir, pour vous voir, vous écouter. Comme j'ai dit, donc voilà, il y a aucun problème. Voilà, vous avez pour les personnes qui veulent me suivre, c'est sur Instagram. Je donne à la fin de chaque mois justement les lieux où j'interviens, et ce sera avec grand plaisir. Et puis bon, voilà, pour les enseignants qui écoutent, moi je me déplace toujours, rencontrer juste les profs ou les instituteurs pour parler, voir s'ils ont parlé de projets, et donc voilà quoi. C'est le fait d'être éligible au Pass Culture, ça apporte beaucoup. Et puis je terminerai, j'ai une petite conclusion. Ça vous dit? Oui, Allez. Passeur passeur de notes, parce que ma motivation vraiment est de faire ressentir que la musique est un langage humain ancestral. Ça, c'est très très important. Et surtout qu'il est accessible à tous. Et justement, voilà, que cette musique, elle peut devenir un puissant vecteur de curiosité, de culture et de partage. Merci à vous, Pascal Ville-Suzanne. Passeur de notes, je peux donner email? Oui, email aussi. Ouais. passeurdenotes@gmail.com. Ouais, alors passeur au singulier, note au pluriel, tout est attaché. Et voilà, ce sera avec un grand plaisir de vous rencontrer. Réseaux sociaux et, Instagram. Et numéro de téléphone? Numéro de téléphone sans problème, 07 85 35 59 43. Animation, voilà. Atelier, compte, voilà. Sinon, ou alors rencontre, partage, concert. Voilà. Et vous pouvez me contacter par une conque aussi, je répondrai. Pourquoi pas? Merci beaucoup Aïda en tout cas pour votre accueil. Très très sympa. Et merci à vous. C'est un plaisir d'être chez vous. Heureusement qu'il existe encore les passeurs de notes comme vous, Pascal Ville-Suzanne. Merci à vous. Merci beaucoup.